Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Elle avait raison, Stéphanie Villeneuve, quand elle disait tout à l'heure qu'on a toute une émission pour vous. Pour finir la semaine un petit peu plus tard dans l'émission, on va en effet parler de rage au volant parce que c'est un phénomène de plus en plus, oui, inquiétant. Et en lisant le dossier que m'a préparé mon collègue Hugo Veilleux, j'ai appris donc que quelque part dans le monde, en moyenne, une fois par jour, quelqu'un sur la planète meurt à cause d'un cas de rage au volant. Donc, on va en parler avec un psychologue, Louis Legault, plus tard dans l'émission. On va aussi avoir un débat sur les starter packs. Êtes-vous déjà tanné? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça peut être utilisé en politique? Bref, bonjour, Cybèle Olivier. Salut Sophie, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi. Puis, il paraît que vous avez un petit souper spécial là, ce soir. Toute la fabuleuse équipe de recherche de Cube. Je trouve ça vraiment le fun. Oui, ben écoute, c'est rare qu'on prend le temps de se célébrer entre nous et prendre le temps de se dire qu'on fait un bon travail, qu'on travaille fort aussi. Et vous faites un excellent travail et je veux en profiter pour dire à quel point, parce que bon, toi, tu es collaboratrice à mon émission en ondes, mais tu travailles à la recherche pour l'émission de Benoît. Florence Lamoureux fait l'émission d'Isabelle. Alexandre Moranville travaille sur à peu près les émissions de tout le monde. Max-Émile Sawyer à l'émission de Richard. Marianne Bessette à l'émission de Mario. Hugo Veilleux à mon émission. Et vous fouillez les dossiers, vous trouvez des invités qu'on n'entend nulle part ailleurs. Vous êtes vraiment une équipe absolument formidable. Et je trouve, tu sais, des fois on dit il y a comme une grande famille. Les gens dans le milieu artistique disent beaucoup ça, tu sais, ils sont interviewés pour parler d'un film. Oui, on est une petite famille, mais tu sais, une grande famille dans le sens. Oui. Une famille. On est serré mais dans votre cas, c'est vrai, vous vous tenez en gang. C'est vrai qu'on travaille fort, l'équipe de recherche. Beaucoup. Alors, vous avez tout à fait raison de vous fêter entre vous. Vous avez bien raison de le faire. Alors, on va commencer l'émission avec un sujet qui va sûrement vous faire réagir. D'ailleurs, j'aimerais ça que vous interveniez. Donc, Cybèle, redonne-nous donc toutes les informations pour que les gens puissent participer. Absolument. Est-ce que peut-être tu veux mentionner à quel sujet ou je le lance comme ça? Peut-être. Ben, pour tout, je vais vous le savez, on veut toujours sujet. vous entendre de toute manière. Je vais mentionner le sujet. Après, tu donneras les numéros, puis après, m'a faire le sujet. Hein? Ça te va comme ça? Alors, le sujet, en fait, c'est que vous savez, évidemment, cette série Adolescence à Netflix qui fait beaucoup parler. Moi, j'avais envie d'avoir le point de vue là-dessus de Julien Bournival, qui est entrepreneur, mais qui était aussi dans le documentaire qui a beaucoup fait jaser Mal Alpha, et Julien Bournival, bien sûr, qui avait été invité à Tout le monde en parle. Donc, dans quelques instants, il va nous dire ce qu'il a pensé d'Adolescence. Donc, vas-y, ma belle Cybèle. Oui, alors c'est le 1-877-827-2346 pour les textos ou le studio à commercial cube.radio pour les courriels. Mais le texto, c'est vraiment la manière la plus rapide de me joindre parce que je vois vos textos rentrer en direct et je vais pouvoir intervenir dans l'entrevue de Sophie et partager vos questions. N'hésitez pas à m'écrire. Et si vous voulez vraiment nous parler, moi, je suis sûre que Julien va être intéressé aussi à vous entendre. Puis bien sûr, et c'est le même numéro, sachez-le, si vous nous textez ou nous appelez, je vais vous le répéter, 1-877-827-2346. Appelez-nous, il y a quelqu'un qui va vous répondre en régie, qui va pouvoir peut-être même vous donner la parole pour poser une question en direct. Alors, Julien Bournival est avec nous en direct des États-Unis. Bonjour, Julien Bournival. Allô, Sophie. Écoute, moi, j'ai toujours eu beaucoup plaisir à te parler, Julien. On n'est pas d'accord sur tout, bien évidemment, mais moi, je pense que, j'espère. Écoute, avant, mon émission s'appelait « On n'est pas obligé d'être d'accord », mais ce que je trouve intéressant, chaque fois qu'il y a un débat de société, c'est de donner la parole à toutes les parties prenantes. Même s'il y a des gens qui disent « Ah non, eux, je veux pas les entendre », la culture de l'annulation, moi, je n'en veux pas. Donc, j'ai eu l'idée de te demander de regarder la série Adolescence, puisque ça parle de masculinité, de masculinisme. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé?
Premièrement, je veux juste te dire que j'apprécie énormément l'invitation, puis j'apprécie énormément tout le take que tu viens de dire sur la liberté d'expression. C'est la raison pour laquelle moi je continue à venir me présenter et dire mon opinion, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on est en train de perdre. C'est le fondement de toutes les autres libertés. Puis même, se dit en passant, si ça m'a coûté extrêmement cher ma dernière sortie médiatique, moi, à cause de ma liberté d'expression, parce que je m'exprime, j'ai plus le droit d'avoir de banque, j'ai plus le droit de voler Carré Canada. Il y a plein d'institutions qui me refusent à cause de mes opinions, mais je suis persuadé que le coût de ne pas défendre la liberté d'expression est plus grand que le coût de la défendre. Ça vient de moi qui a eu toutes ces conséquences-là. Mais bref, ça pour dire que je te remercie. Mais on va y revenir. Ouais. On va y revenir. Parfait. OK. Alors, vas-y sur adolescence, mais je retiens ce que tu viens de dire, puis c'est sûr qu'on va en reparler plus tard. Parfait. Je tiens à dire premièrement que j'écoute jamais ça, des torchons de propagande de Netflix, ok, puis que quiconque qui se base son opinion de la société sous une série de pure fiction est un imbécile. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que honnêtement, c'est évident. C'est plein de dentelles et de nuances et de subtilités. J'adore. C'est quand tu rentres en ouais donc comme une tonne de briques. Vas-y, Julien. Écoute, parce que c'est évident que c'est une attaque contre la masculinité. C'est évident que leur but, c'est de dénoncer ça. Juste, le nom de la maison de production s'appelle Matriarque. L'auteur a dit expressément que... Non, mais je veux dire, il suffit de pas chercher bien loin pour le trouver. L'auteur a dit expressément, ok, que le but, c'était de dénoncer la masculinité et non d'autres petits problèmes de société que des gens ont soulevés en passant, qu'ils ont commencé à regarder de quoi l'auteur s'avait inspiré. Okay? D'accord. Mais il n'y a aucun intérêt à adresser le vrai problème. Oui, d'accord. Vas-y. Alors, tu es conscient que c'est une série de fiction, donc quelqu'un peut tout à fait vouloir écrire ce qu'il veut. Donc, si c'était un documentaire, puis tu me disais, Sophie, j'ai trouvé que le documentaire était pas factuel, c'est une chose. Mais là, c'est une œuvre de fiction. Ce que tu reproches, c'est qu'on se serve de cette œuvre de fiction comme si c'était un documentaire, puis comme si ça décrivait une réalité. Est-ce que je résume bien ta pensée? C'est exactement ça. Moi, c'est ce que je remarque dans la population. Les gens, ils traitent cette œuvre-là de fiction comme si c'était une représentation de la réalité, donc un documentaire. Puis tout ça, c'est parce que l'auteur dit qu'il s'est inspiré de certains faits qui se sont passés à Londres. Ok. Puis mettons, on regarde les faits. Ok. Il y a définitivement un problème de société à Londres. Il y a définitivement un problème de violence et d'attaque au couteau. OK? Sauf que là, faut qu'on regarde les faits si on veut être capable de faire un vrai jugement de société en se fiant sur cette œuvre-là fictive qui est supposée de s'inspirer de faits réels. OK? Fait que si on regarde là, qu'est-ce qui se passe à Londres, faut qu'on se pose la question, c'est qui les victimes? C'est qui les vraies victimes de cette violence-là? Puis c'est qui les coupables? Fait que, mettons, parlons de statistiques. OK? 70% des homicides à Londres, en ce moment, les victimes sont des hommes. Les hommes, en passant, sont plus susceptibles aussi d'être tués au couteau. C'est 50% versus 35%. Okay? Oui, puis les chiffres sont par rapport aux femmes. Au Québec, c'est un peu la même chose, là. Oui. Ah ouais? OK. Oui. Fait que, mettons, là, moi, j'ai regardé la statistique. En 2023, il y a eu 244 homicides au couteau à Londres. OK? Puis là-dessus, il y en avait 8 que c'était des femmes. Puis don't get me wrong, OK? Chaque mort de femme, selon moi, c'est extrêmement tragique. Je considère que votre vie est plus précieuse d'un point de vue biologique et reproductrice que la nôtre. Puis notre travail devrait être de protéger ça. OK? Fait que c'est hyper triste. Mais quand on regarde ça, il faut qu'on se pose la question, est-ce que le vrai problème qu'on a en ce moment, c'est les meurtres au couteau à cause de l'influence masculine, de la manosphère qui amène les jeunes hommes blancs à vouloir poignarder les petites filles? Non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. On manipule la vérité, on nous distrait du problème, puis on manufacture un nouveau problème de toutes pièces pour des intérêts politiques parce qu'on veut détruire la masculinité. Réellement, c'est ça qui se passe. D'accord. Vas-y, donc, tu voulais m'interrompre? Non, je voulais pas t'interrompre. Au contraire, je voulais te permettre de finir ta phrase pour pas qu'on m'accuse de t'avoir empêché d'exprimer le fond de ta pensée puis de l'avoir exprimé tout au complet. Une première réaction, quelqu'un qui nous écrit, Julie de Montréal. Est-ce que tu arrives à lire en dessous, Julien? Ouais. En tant que femme, je suis amplement capable d'assumer qu'il existe de la féminité toxique. Pourquoi Julien s'insurge qu'on illustre la masculinité toxique à travers une série
série. C'est pas que je m'insurge qu'on fasse ça, c'est juste que j'ai l'impression qu'on essaie de présenter comme si tous les problèmes dans la société étaient dirigés autour du méchant homme blanc masculiniste et que les valeurs traditionnelles sont le vrai danger. Le documentaire Alpha, c'était rien que ça qu'il essayait de présenter, que dans le fond, on devrait protéger nos enfants de cette influence-là masculine, puis c'est ce que le documentaire essaye de présenter aussi, oui, que l'influence masculine va amener la violence des petits gars envers les petites filles, puis quand on regarde statistiquement parlant, c'est pas ça le vrai problème des attaques au couteau à Londres. Pourquoi on manipule l'information pour créer, dans le fond, un nouveau problème de toute pièce, puis on redirige ça pour des intérêts politiques? Moi, c'est là que j'ai un problème. Okay. C'est pas qu'on dénonce qu'il y a des mauvaises influences, c'est comment qu'on manipule la réalité pour manipuler la population, pour les amener à penser qu'il y a un certain problème qui n'est pas le vrai problème. Ça, j'ai un problème. Mais est-ce que je vais te poser des questions très, très directes, OK? Qui appellent même quasiment une réponse oui ou non. Est-ce que tu es d'accord que en Occident, il y a, sur les réseaux sociaux, des influenceurs ou une tendance à minimiser les femmes, à considérer que les féministes sont responsables d'une crise de la masculinité et que quand tu as 13 ans et que tu passes trop de temps sur Internet, ça peut développer en toi une aversion et une agressivité envers les femmes? Je pense qu'on doit être consciencieux de ce que nos jeunes écoutent sur les réseaux sociaux. Est-ce que je pense qu'il peut y avoir des extrêmes qui essayent de négliger la femme ou de dire qu'elle est inférieure? Autant que des extrêmes qui essayent de dire que les hommes sont inférieurs. Je pense qu'il y a des extrêmes des deux côtés, puis les deux extrêmes sont dangereux. J'essaie de pas me tenir dans les extrêmes, j'essaie de me tenir au milieu. Ceci étant dit, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on essaie toujours de présenter comme si le plus gros problème qu'on avait dans la société, c'était moi qui veux vivre avec des valeurs traditionnelles avec ma femme en Floride, puis parce que moi, j'ai des valeurs traditionnelles, ben ça fait de moi un masculiniste et ça fait de tous les gens qui suivent mon genre d'idéologie traditionnelle des masculinistes qui méprisent la femme. Alors que je peux pas parler pour les autres, je peux juste parler pour moi. Mais je vous confirme que ma femme, dans le fond, n'est pas du tout méprisée. Ma femme, c'est une femme de caractère. Les gens qui travaillent dans mon organisation, qui sont des femmes, sont pas méprisés non plus. Donc, est-ce qu'il existe des extrêmes? Mais la série n'est pas sur toi. Par contre, la série parle du phénomène des incels. Alors, je vais le rappeler pour ceux qui ne savent pas. C'est involuntary celibate, c'est-à-dire des célibataires involontaires, donc des gars qui arrivent pas à pogner, qui arrivent pas à avoir des blondes et ils développent parce que ils pognent pas avec les filles ou qu'ils ont été rejetés par des filles, une agressivité envers les filles. C'est ce qu'on voit dans le film Adolescence. On laisse entendre que le petit garçon, il était intéressé par la fille l'a ridiculisé ou l'a, un petit peu boulié. Et donc, pour se venger, il la frappe à coups de couteau. Donc, est-ce que tu penses qu'en effet, est-ce que tu peux reconnaître, Julien, que le phénomène des incels, c'est un phénomène qui existe et c'est un phénomène qui est préoccupant? Écoute, est-ce que c'est un phénomène qui existe? Ça se peut très bien que ça existe. Par contre, est-ce que c'est vraiment ça qui crée la violence qu'on voit à Londres? Définitivement. Définitivement pas, en fait. Dans le fond, si on regarde statistiquement parlant encore une fois, c'est qui les victimes de cette violence-là à Londres? Ben, c'est principalement des hommes. Puis c'est principalement des hommes blancs. Puis qui sont les personnes qui perpétuent cette violence-là? Ben, parlons encore une fois de statistiques. Les blancs représentent 80% de la population, 30% des crimes au couteau, mais 70% des victimes. Les minorités représentent 20% de la population, 70% des meurtres au couteau, mais 30% des victimes. Fait que quand on regarde la violence qu'il y a à Londres, puis qu'on veut la dénoncer, arrêtons de mettre ça sur le dos du jeune homme blanc parce qu'il est incel puis que tout d'un coup il s'est fait intimider. C'est pas ça le problème. Le problème à Londres, là, n'importe qui est capable de le reconnaître, c'est l'immigration illégale. Puis en passant, juste mettre de quoi au clair, là, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de culture non plus, c'est une question de on laisse rentrer des gens dans notre pays qui ne partagent pas nos mêmes valeurs, puis ils viennent d'un pays du tiers-monde dans lequel on n'accorde pas la même valeur à la vie que nous. Ça, là, c'est le problème qui crée la violence à Londres.
Et en particulier à la vie des femmes. Intéressant. À la vie en tout cas, mais tu sais, moi, mon point, c'est juste, arrêtons de faire assemblant. Puis tu sais, ils prennent l'exemple du jeune homme blanc qui, tout d'un coup, il est dans une bonne famille, puis parce qu'ils ont des valeurs traditionnelles, puis il est tombé dans la manosphère, puis là, d'un coup, ça l'a incité à faire de la violence envers les femmes. L'auteur là, a dit ouvertement une fois en passant, parce qu'après ça, il se l'est fait reprocher. Il dit ouvertement une fois qu'il y avait un événement, OK, qui l'avait inspiré cette série-là. Puis cet événement-là, là, dans le fond, là, le petit gars qui a tué une petite fille, là, son nom, là, c'est pas Jamie Sullivan, c'est Hassan Suleiman, un immigrant illégal qui est arrivé là-bas puis qui n'a pas la même valeur de la vie que nous. Fait arrêtons d'essayer de blâmer quelque chose qui n'est pas le problème. Puis encore une fois, moi, mon vrai problème, c'est ça. C'est qu'on manipule la vérité. On nous distrait du vrai problème, puis on essaye de créer un problème manufacturé de toutes pièces à des fins politiques parce qu'on veut attaquer la masculinité. On veut l'attaquer parce que la masculinité, elle est importante dans la société. Puis ultimement, ça n'a jamais été dans l'intérêt d'aucun dirigeant depuis que le monde est monde d'avoir une population qui est forte en santé puis qui est capable de s'émanciper. Puis l'homme, malheureusement, historiquement, est toujours le dernier rempart qui se tient entre la tyrannie et la liberté. Fait que quand on est en train de perdre la liberté d'expression, ça prend des hommes comme moi qui décident d'avoir les couilles, de se présenter puis de faire face à toutes les risques qui peuvent venir avec ça, puis ça, ils aiment pas ça. Puis ça, c'est la raison pour laquelle on attaque des gens comme moi et on fait un cas de ces gens-là à travers les séries bidons de propagande de torchons comme celle d'adolescence. Parfait. Donc, je t'ai laissé parler. Maintenant, je veux entendre beaucoup les gens qui nous écoutent. Cybèle? Eh bien, Julien, il semblerait que vous allez vraiment au cœur du problème pour plusieurs personnes. Les gens sont majoritairement d'accord avec vous et nous rappellent aussi que c'est vrai que c'est ça la frustration qui vient de la série Adolescence pour ceux qui ne l'ont pas idolâtré, qui ne l'ont pas vraiment, qui n'ont pas capoté dessus comme la majorité des gens. Il y a Alex de Montréal, notamment, qui nous a dit le danger, c'est pas le masculinisme, par exemple, à Londres, l'occidental et le méchant homme blanc. Le vrai danger, ben, c'est plutôt les cas de problèmes comme amène l'islamisation radicale. Ce sont notamment les propos d'Alice Cordier qu'elle tient tous les jours sur ses réseaux sociaux et qu'elle est venue à Cube Radio récemment. Elle dénonce la violence envers les femmes et envers les autres qui viennent souvent de l'immigration illégale. Donc, il y a ça aussi qui est frustrant de la part des gens qui ont regardé Adolescence et qui trouvaient c'est quoi le vrai problème en plus? Oui, ben oui. Excuse-moi, vas-y, Julien. C'est que dans le fond, en ce moment, là, on regarde la situation là, de Hassan qui a, dans le fond, inspiré cette série-là. C'est qu'en bout de ligne, là, le problème, c'est le manque de masculinité. Il n'y a pas eu un homme qui se tenait, qui était prêt à aller défendre la petite fille au risque de sa fucking vie. Il est là le problème. Puis après ça, ben on a des hommes comme moi qui inspirent les jeunes à embrasser cette masculinité-là, qui est protectrice, soit dit en passant. Puis il est là le problème. Il est là le problème. Fait que je suis content qu'il y ait d'autres gens qui aient lu la même chose que moi puis qui réalisent la même chose que moi. D'accord. Ben, écoute, intéressant comme discussion. On avait dit au début qu'on allait revenir sur ce que tu nous as dit. Donc, tu nous as dit que ton passage à Tout le monde en parle t'a causé des problèmes. Je sais qu'il y a nos collègues, bien sûr, du Journal de Montréal aussi, Journal de Québec, qui ont fait des enquêtes sur toi. Tu as eu des problèmes financiers à un moment donné, tu as frôlé la faillite. Donc, je vais peut-être commencer par te demander ça. Comment vont tes finances? Finalement, ta maison n'a pas été saisie? En bout de ligne, là, j'ai eu un employé mal intentionné qui nous a mis dans le trou de 1 million à peu près en 2023. OK? Puis en 2024, ben ça a été une année qui a été très difficile parce qu'on a dû récupérer ce trou-là. OK? Fait que j'ai eu énormément de difficultés financières à travers tout ça. Mais honnêtement, moi, je pense que cet épisode-là devrait être pris plutôt comme un exemple. Dans le fond, j'ai eu l'année la plus difficile financièrement de ma vie. Puis j'ai quand même été capable de me tenir debout et de rester debout et de garder les emplois des gens dans mon organisation. Fait que moi, ma vie financière personnelle, en a pris un coup parce que tout le monde a été payé avant que moi je sois payé. OK? D'accord. Ceci étant donc là, dit, au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus au bord de la faillite. On peut dire ça? Non. Moi, mes affaires vont bien. J'ai pris des ententes avec tout le monde. Ceci étant dit, par exemple, j'ai dû liquider tous mes actifs au Canada pour la simple et bonne raison qu'il n'y a plus aucune banque qui veut faire affaire avec moi. Puis, dans le fond, moi, à cause de ton passage à Tout le monde en parle, à cause du documentaire Mal Alpha, à cause de quoi?
Est-ce qu'ils vont me le dire explicitement? Absolument pas. Mais dans le fond, on va recevoir des lettres pour dire, bon, ben, on veut plus avoir une affaire avec vous. Puis, ultimement, mon entreprise va très bien. Tout va très bien. On a des bons chiffres, etc., etc. Il y a de l'argent dans les comptes de banque. Tout roule très bien. Sauf que là, d'un coup, on veut plus avoir de relation avec moi. Fait qu'il faut qu'on essaye de trouver d'autres banques. Aucune banque veut faire affaire avec moi tant que je suis encore un propriétaire de l'organisation. Donc, moi, j'ai dû liquider tous mes actifs, dans le fond, au Québec, et recommencer à zéro aux États-Unis pour le grave crime d'avoir dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. OK? Puis ça, quand je dis qu'elle est là, l'attaque envers la liberté d'expression aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on essaie de faire peur aux gens en disant, si tu t'exprimes, si tu as le malheur de t'exprimer, ben voici comment qu'on peut t'éliminer de la société. Si là, j'avais décidé de me promener avec des paillettes, OK? Puis d'avoir des poils dans le toupette, puis d'aller chanter à fureur, tout comme Alexandre au sang, probablement que tout le monde m'acclamerait. Pas Rita Baga, c'est Mona de Grenoble. Je qui était là refuse, le en même passant, soir de Tout le monde en parle. je refuse, en passant, de l'appeler par autre chose que Alexandre Aussan. Parce que lui, sa stratégie, elle est très simple. Puis il l'a dit ouvertement là, dans une entrevue. Ouais. Il a dit, ce que Mona permet, là, c'est que je peux dire des atrocités que je pourrais jamais me permettre en mon nom. Puis quand je l'ai dit, là, tout d'un coup, tout le monde m'applaudit. Il rit de vous. Ouais. Il rit de vous. Alors, mais j'en ai une bonne pour Excuse-moi. toi. On va se quitter là-dessus. Ouais. Voyons, Julien, je t'ai appelé Mona. On va se quitter là-dessus. C'est que il y a, S'il te plaît, non. Alexandre Aussan a gagné un prix donc au dernier gala de l'humour et Radio-Canada a titré c'est l'année des femmes. Mona, virgule, Rosalie, virgule, puis une troisième. Impossible. Une troisième. C'est une femme de l'année, ça. Ouais. Ben, moi, j'ai lu ton livre. Merci, t'es gentil. Mais Radio-Canada a titré c'est l'année des femmes Et Mégane au gala Brouillard. des Oliviers et ils ont écrit Mona, virgule, Rosalie, virgule, Mégane, alors que c'est Alexandre Aussan. Julien, toujours intéressant de te parler. Ça fait beaucoup réagir. Merci beaucoup et à la prochaine chicane, comme on dit. Merci. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, c'est le moment d'avoir un petit débat, ou enfin un débat, une discussion pour ou contre les starter packs. Alors, vous savez à quel point j'aime le français. Si vous me trouvez une définition en français pour cette tendance vraiment complètement Le kit de départ. folle. Oui, un kit de départ. Un kit de départ, mais L'ensemble kit, de c'est en départ. anglais. C'est en anglais. Un ensemble de départ, ouais. En tout cas, bref, la création de figurines virtuelles grâce à l'intelligence artificielle. Tout le monde et son frère et son cousin l'a essayé. Ou alors, ceux qui l'ont pas essayé, ils trouvent ça gnochon, insignifiant et dangereux. Et régulièrement, vous la voyez très souvent sur nos ondes, Anne-André Dano. Bonjour Anne-André. Bonjour Sophie. Alors, très régulièrement, tu es avec nous, tu es une collaboratrice de Cube, les gens peuvent te voir aussi à TVA LCN. Et là, tu étais là hier, évidemment, dans nos studios, on adore ta présence. Et là, on s'est mis à parler, toi et moi, des starter packs. Quelle a été ma réaction? Vas-y, dis-moi ce que tu en penses. Moi, j'ai toi. dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux rien savoir, ça n'arrivera pas. Vous ne verrez pas un starter pack avec à mon effigie. Avec ta face. Ouais. Et t'es à peu près la seule personne dans tout l'entourage québécois qui n'a pas... Tu sais, Mario Dumont en a un, Benoît Dutrisac, tout le monde en a. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que tu trouves insignifiant là-dedans? Premièrement, je connais mes amis. Donc, moi, voir, je sais pas, Myriam avec son chien, sa sacoche, un rouge à lèvres et une coupe de vin, ça ne m'apprend rien sur elle, ça, c'est certain. Parce que c'est déjà qu'elle aime le petit vino, là. Et je trouve que c'est... Voilà, la seule chose peut-être que j'ai trouvé de positif dans tout ça, Sophie, c'est que je trouve que les bons hommes, là, les petits bonhommes, les petits personnages là, qui sont créés, les figurines, sont pour une fois, ont pas l'allure d'une Barbie. Tu sais, ça pourrait, tu sais, d'habitude, les images qu'on se crée en AI, là, hey, on est belle là-dessus, hein, et on a des belles jambes effilées, puis là, de la taille de guêpe, puis tu sais, on nous améliore comme si on était un mannequin. Pas une ride, pas une poche en dessous des yeux. Là, c'est des petits bonhommes un peu, tu sais, plus petits, des petites jambes, des bonnes fesses. Moi, sais-tu à quoi ça me fait penser au bonhomme Pillsbury? Tu sais, le petit bonhomme en pâte à croissant, là. Tout le monde a une petite bédaine, on a tous là. l'air des petits... il y en a certains d'entre nous qui l'ont déjà dans la vie, là. Oui, c'est pas comme ça. Si on en rajoutait une, là.
Mais je vois pas beaucoup d'intérêt à ça. Je trouve qu'on donne beaucoup d'importance aussi à l'intelligence artificielle. On donne beaucoup d'informations personnelles aussi. Voilà. Alors, c'est ça qui m'a intéressée hier. Oui. Ça m'a énormément interpellée. Je te trouve extrêmement brillante d'avoir pensé à ça. Parce que moi, dans ma grande naïveté, je me suis précipitée là-dessus. Puis j'ai donné plein d'informations à ChatGPT. Puis là, je te parle, puis tu me dis, ben voyons donc. Qu'est-ce que c'est faire que tu donnes des infos? Ça, c'est un point de vue auquel je n'avais pas pensé. Ben, on le fait déjà dans notre vie au quotidien. Là. Moi, je mets des trucs sur Instagram, sur Facebook, je réponds aux gens, je mets des trucs de ma vie. Mais pour moi, la façade Facebook et Instagram, il y a quand même une limite où dans ma vie personnelle, je ne donne pas de détails. Les gens ne connaissent pas où j'habite, pas nécessairement mon quartier non plus, ce genre de trucs-là. Et là, je vois des gens mettre un peu plus d'informations personnelles. Là. Tu sais, là, je sais pas, la Queen de Rosemont. Là, je sais pas, il y a des choses qui me dérangent. Des fois, j'ai vu des trucs très personnels, le nom de leur chien. Puis là, je me dis, tu sais, c'est le genre d'informations qu'on veut pas tout le temps. C'est peut-être un mot de passe. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ben oui, tout à fait. Je trouve que ça va loin avec des écriteaux aussi. Il y a des gens qui se sont un peu politisés sur leur chandail, c'est écrit quelque chose. Ou j'ai un malaise avec... Puis il y a beaucoup d'alcool. As-tu remarqué, Sophie? Tout le monde a son verre de vin. Benoît Dutrisac, c'est avec son verre de gin. Moi, j'ai un verre de vin blanc. Ah ouais. Ben là, toi, on le sait. Comment ça, moi, on le sait? Non, mais il y a 3 chances pour que Je te taquine. C'est parce qu'on est allé prendre un verre ensemble cette semaine. C'est pour ça que je te taquine. Mais non, mais c'est parce que tu bois bien. Mais t'aimes le bon vin. Consommation responsable, un verre par mois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'intéresses au vin. C'est toi qui m'as fait découvrir le vin québécois, les Bacchantes. Oui, non, mais dans ce sens-là. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est drôle que tu dis ça, parce que moi aussi, je l'ai remarqué, vraiment, ce côté-là alcoolisé des gens. C'est comme ça les représente un petit vendredi. C'est 3 choses un jeudi soir. C'est ça. Il me semble moi, j'ai mis le drapeau du Québec parce que je veux que le Québec soit indépendant. Tu sais, il me semble que tu mets des affaires qui sont importantes dans ta vie. Si tu mets un verre de vin, ça dit quelque chose. C'est vraiment, j'ai vu sacoche, rouge à lèvres, verre de vin. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, ça m'est tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce qui me caractérise? Ben, j'ai pensé à ça. Mais tu sais, je suis pas alcoolique, mais j'ai pensé à ça à mon chien. Puis on cherche quelque chose de funky un peu. On se dit, moi, je suis une fille de party dans mon starter pack. J'ai une coupe de vin. T'sais. Ben non, c'est sûr. Alors, on va faire quelque chose ensemble, les filles, Cybèle et Anne-André. Donc, on en a choisi, nous, quelques-uns. Puis tu vas me dire si, à la rigueur, ceux-là, ils te font plaisir. Puis je vais les décrire quand même pour les gens aussi qui nous écoutent à la radio, oui. Je voudrais juste te dire rapidement que quelqu'un nous a proposé trousse de démarrage aussi. Ah, j'adore. Bonne idée. Bon, ça, enfin, je vous adore. C'est qui nous a écrit ça? J'ai pas son nom. Écrivez-moi votre nom si vous vous reconnaissez. Monsieur ou madame ou personne non-binaire, trousse de démarrage, dites-nous qui vous êtes. Alors, on va vous montrer la trousse de démarrage de Claude Poirier. Et ça, je trouve ça tellement drôle. Puis, alors donc, il y a évidemment une figurine à l'effigie de Claude Poirier, un micro, une caméra, etc. Puis c'est évidemment marqué 10-4. Il y a des gens qui ont dit, par contre, il manquait la cigarette. Donc, il y a une autre figurine qui est apparue avec Claude Poirier et sa cigarette. Ça, je trouvais ça assez amusant. Ouais. Le deuxième qu'on va voir, c'est... la trousse de démarrage de Mark Carney, mais qui n'a pas été faite par Mike Carney. C'est quelqu'un qui en voulait à Mark Carney. Et en fait, il y a le personnage de Mark Carney et il y a la tête de Justin Trudeau. Parce que les gens disent Mark Carney, c'est Justin Trudeau sur les stéroïdes. Le troisième qu'on va regarder, c'est la trousse de démarrage. J'adore ça. De François Legault. Et ça, encore une fois, ça n'a pas été fait par M. Legault lui-même. Ça, c'est bon. Moi, c'est mon préféré. Ça, c'est drôle. Alors, c'est des gens du Parti québécois dans Montmorency. Pour se moquer de François Legault, on fait une trousse de démarrage. Il y a donc les 5 affaires importantes pour M. Legault, c'est le fiasco de la SACLIC, un déficit de 13 milliards, le panier bleu, le 3e lien et Northvolt. Après, on va montrer le mien vite, là. Tu vas me dire ce que tu en penses? Mon Dieu, c'est très belle. Tu te vends pas bien. C'est vrai que tu te ressembles vraiment pas. T'as l'air vraiment d'un personnage de Pixar. Ah, c'est plate. Ben non, c'est pas plate, c'est pas si pire, mais il te ressemble moins que les autres, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas assez, justement, parlé longtemps avec ChatGPT. Ben, c'est peut-être ça aussi le problème. Ça, pourquoi je suis vraiment contre ce genre de truc-là aussi, si on peut terminer là-dessus, là, c'est que ça génère énormément d'eau pour refroidir les serveurs.
Donc, tu sais, ce genre de demande-là, on a un premier message, on dit, je veux que mes cheveux soient gris, voici mon image. Pourquoi tu parles des cheveux gris? Bon, peu importe, on peut spécifier. Alors, on fait tout ça, on se décrit, et là, on dit, quand tu dis verre de vin, de quelle couleur ton vin tu voudrais qu'il soit? Rouge. Alors là, tu réponds. Et chaque réponse et question qu'on échange avec ChatGPT, ça consomme de l'eau parce que les serveurs de ChatGPT sont refroidis à l'eau. Ce qui fait que la moyenne, c'est 3,5 litres d'eau par demande de starter pack. C'est fou! Donc, des trends comme ça, des recherche, Anne-André, des popularités comme ça, d'événements, de choses qu'on génère dans ce genre de tendance-là, ça a des répercussions. Oui, mais on va prendre 30 secondes. Je veux que tu nous fasses jouer parce qu'il y a une contre-tendance. Oui. Donc, c'est la tendance Starter Pack No IA, donc Starter Pack trousse de démarrage, mais sans intelligence artificielle. Et on va écouter une illustratrice designer québécoise qui est contre cette tendance, qui est contre donc les trousses de démarrage. On va l'écouter. Elle s'appelle Jade. Je suis illustratrice et aujourd'hui je te parle de l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle tendance en ce moment, tout le monde fait leur petit starter pack en 3D, c'est vraiment cute. Sauf que ça m'amène à vraiment me questionner quelle est la valeur de l'art, surtout faite par un artiste. Je comprends que l'intelligence artificielle, c'est vraiment rapide, c'est peu coûteux, même parfois gratuit, et c'est super facile d'usage. Mais je me questionne, est-ce que ça va m'enlever du travail? Est-ce que vous accordez de l'importance à ce que le portrait soit fait par une vraie humaine derrière? Ou que... Alors, moi, je salue Jade parce que c'est très pertinent. Puis je te salue toi, Anne-André. Merci beaucoup d'être venue défendre ton point de vue. Et je remercie toutes les figurines qui ont participé à cette émission. Et je tiens à dire qu'aucune figurine n'a été blessée ou traumatisée. C'est de l'intelligence très, très, très artificielle. Merci, Sophie. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, il y a eu une histoire absolument sordide cette semaine. Antonio Zaccagna, qui allait faire ses courses, il y a eu une altercation avec un autre automobiliste. Sa veuve inconsolable avait donné une entrevue à nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, son mari qui est mort parce qu'il y a eu un cas de rage au volant. Et je me suis questionnée sur ce phénomène-là en disant, mais qu'est-ce qui amène quelqu'un qui a une altercation avec un autre automobiliste à aller jusqu'à porter un coup fatal? On a cherché, on a trouvé, c'est mon collègue Hugo Veilleux qui a trouvé Louis Legault, qui est psychologue et qui va nous expliquer comment ça fonctionne, ça, la rage au volant. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour, Mme Durocher. Qu'est-ce qui fait qu'un individu qui, dans la vie de tous les jours, peut être un très bon père de famille ou une mère de famille ou juste un individu calme, pogne les nerfs au point d'aller jusqu'à la rage au volant et jusqu'à tuer? C'est effectivement très interrogeant. J'ai réfléchi au phénomène des... je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça fait peut-être... c'est quand même un phénomène qui est récent. Hein. On voyait pas ça il y a 25-30 ans, là, la rage au volant comme on voit aujourd'hui. Là. C'est quelque chose qui est comme apparu là, tranquillement dans notre société il y a 10-12 ans, quelque chose comme ça. C'est monté là en flèche, là, je pense, là, depuis déjà quelques années. Puis je ne mettrai pas ça sur le dos de la pandémie, là, loin de facile. Moi. Trop facile, effectivement. Mais d'abord et avant tout, il faut savoir que il y a des éléments déclencheurs qui peuvent expliquer finalement ces comportements-là. Le stress puis les conditions de circulation qui sont pas faciles. Moi, je viens d'une région où c'est pas mal moins compliqué. Montréal, vous savez pas mal plus que moi comment ça peut être obsédant. Deuxièmement, une auto pour moi c'est une arme chargée, hein. C'est blindé, on est couvert de métal, ça peut causer des dommages. Il faut aussi compte des comportements des autres conducteurs. Quand on conduit, on n'est pas seul sur la route, donc les comportements des autres conducteurs ont une influence sur nous. Et ça, c'est très, très important, puis c'est souvent passé sous silence, et ça, moi, ça me fatigue. Les influences des modèles intégrés, les modèles qu'on a nous-mêmes intégrés, donc je fais appel à l'éducation. Comment j'ai appris à régler mes problèmes, mes différends, comment j'ai appris à réagir dans des situations
quotidiennes qui peuvent m'arriver. Il y en a qui ont la gâchette facile, comme on dit. La mèche courte. Donc, ça peut avoir une influence qui est énorme, on ne sait pas à qui on a affaire. Hein. Absolument. Derrière, Non, mais vous avez tout à fait raison. Donc, en fait, moi, ce qui me frappe souvent quand je suis sur la route et que je vois un cabochon, moi je les appelle des cabochons, qui a un mauvais comportement sur la route, je regarde tout le temps voir est-ce qu'il y a des enfants dans l'auto, parce que je me dis, si quelqu'un se conduit en cabochon, quel genre de modèle il donne à ses enfants? Tu sais, le gars, là, c'est souvent des gars, là, qui va baisser la vitre pour te traiter de tous les noms. Ben, je me dis, voyons, on fait pas ça. Tes enfants sont là. Donc, c'est, en effet, les enfants vont peut-être, eux, intégrer ça. Puis, dans 10 ans, 15 ans, quand ils vont conduire, eux vont avoir le même comportement. Vous avez nommé le premier élément déclencheur, le stress de la circulation. C'est sûr que si on habite loin des grands centres et qu'on n'a pas à faire face à des cônes oranges, des travaux, des trucs, on est peut-être plus relax au volant. Donc, ça voudrait dire que plus il y a d'entraves à la circulation, plus il y aurait de cas de rage au volant à ce moment-là? Pas nécessairement. Ce qui est important de noter avec le stress ou le phénomène du stress, c'est que il y a deux éléments à retenir. Ou bien on fait face à un stress qui est aigu, donc on arrive dans une circulation qui est vraiment impossible, qui est dense, on voit pas comment on peut s'en sortir. Probablement qu'on a un rendez-vous qui est important où on est attendu. Donc ça, c'est un stress qui est aigu. Le Montréalais moyen, il est pas nécessairement aux prises avec le stress aigu comme ça. Il est aux prises avec un stress qui est quotidien, qui est continuel, qui, à un moment donné, devient obsédant, faut pas dire harassant. Donc, c'est l'un comme l'autre, ce sont des stress, dans le fond, qui sont différents, juste de la description, mais qui peuvent avoir le même résultat. Donc, des petits stress vécus au quotidien vont devenir une montagne à un moment donné, tout comme le grand stress de l'impasse dans le trafic va devenir un stress important pour une personne qui doit se rendre à bon port. Oui, Cybèle, donc les ça, gens réagissent. c'est important. Oui. Il y a aussi le phénomène du sentiment d'anonymat. On en a parlé aussi avec les fameux, les courriels, les textos qui ont pas de bon sens. Derrière le volant, c'est comme derrière un écran. Il y a une espèce d'anonymat qui fait en sorte que je suis pas connu, mon nom est pas marqué, mon adresse est pas marquée, je suis pas identifiable, je peux faire les conneries que je veux, il y a personne qui va savoir qui je suis. Donc ça aussi, ça peut ouvrir une porte qui malheureusement va nous donner accès à des comportements qui sont pas chouettes finalement là. Alors, on a un témoignage de Julie de Montréal qui nous dit « Moi, il y a un homme qui a déjà frappé dans ma vitre parce qu'il essayait de me couper par la voie réservée au stationnement sur Saint-Joseph et je l'ai pas laissé passer. Je le voyais le zigzaguer depuis plusieurs minutes pour couper tout le monde qui attendait. Donc, physiquement, ça en est pris à la voiture. » Et quelqu'un fait un parallèle aussi, c'est JC de Terrebonne qui nous dit « C'est pas juste au volant. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Moi, je vois régulièrement des expériences de bataille au hockey et de là, et les gens utilisent ça pour régler régler leurs trucs au quotidien avec une rage. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne vont pas bien. Absolument, et je peux témoigner, puis on va peut-être finir avec ça. Là où j'habite, pour sortir de chez moi, il faut que j'emprunte la ruelle. Puis c'est sûr que c'est pas le fun, la ruelle, parce qu'à un moment donné, la ruelle, elle aboutit sur la rue, donc il faut qu'on traverse un trottoir. Et donc, à un moment donné, j'étais immobilisée sur le trottoir parce que je pouvais pas m'engager sur la rue. Il y a un piéton, il était pas content. Il dit, commence à me hurler après. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas d'affaire à être sur le trottoir. Je le sais, j'essaie de mais il a commencé à fesser sur mon auto. Donc, quand on dit rage au volant, des fois, c'est aussi rage sur deux pieds. Donc, un petit message pour tout le monde. Calmez-vous. Suivez les bons conseils de Louis Legault, psychologue. Merci beaucoup, Monsieur Legault. Soyons zen. On fait du homme ensemble? On fait homme. Faites-vous homme des fois? Attendez, non, wow, on va le faire comme il faut, là. On commence. Oui. Déjà, on se sent mieux. Merci beaucoup, Monsieur Legault. Voilà. Ça a été un plaisir. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure.
Alors, avant de faire ta chronique, Rémi, je voudrais revenir sur ta chronique d'hier parce que ceux qui ne l'ont pas entendu ont manqué quelque chose. Ceux qui l'ont entendu, leurs oreilles résonnent encore. Tu as fait une montée de lait bien amenée, très bien amenée même, je dirais, au sujet de Dany Laferrière et un certain mépris ou une certaine condescendance envers le Québec. Puis, bon, on aime ça les statistiques, mais si vous allez sur, je vous encourage à le faire de temps en temps, sur YouTube, il y a une section consacrée à Cube Radio et déjà 8300 visionnements. J'irai pas voir les commentaires parce que, tu sais, des fois... Ben, je pense que ça fait du bien aux gens. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que c'est quelque chose qui avait blessé les gens que d'entendre Dany Laferrière revenir à la charge comme ça, avec son mépris de la terre qui l'a accueilli et d'une terre qui continue d'accueillir un grand nombre de personnes. Donc moi, c'est mon travail. J'essaie d'exprimer cette voix-là populaire. Voilà, excellent. Puis, je vais être au Salon du Livre de Québec en fin de semaine. En bonne compagnie. Et Dany Laferrière aussi. Et parce que moi aussi, j'ai fait une petite chronique sur Dany Laferrière. Ouais. Ben, écoute, si on se croise, moi, ça va être poli et respectueux. J'en suis certain. Pas comme certaines personnes qui nous mettent un cellulaire à 2 pouces de la face. Là. Nope. Non, ce sera pas comme ça. On sait vivre. Oui. On sait vivre. Rémi, tu veux nous parler d'une déclaration en France de la première ministre? En fait, c'est la ministre de l'Éducation nationale. La ministre de l'Éducation, pardon. Oui. Et d'ailleurs, je le dis tout le temps. Elle a déjà été première ministre. Tout à fait. Oui. Et je le dis tout le temps, quel beau nom de ministère, l'Éducation nationale. Ici, nous, on a l'éducation, puis on sait ce que c'est. Finalement, c'est ministre des centres de services scolaires, là, c'est un peu ça. Là-bas, c'est l'Éducation nationale. Élisabeth Borne, début de la semaine, elle se met les 2 pieds dans les plats parce qu'elle affirme publiquement que, dès la maternelle, dès l'âge de 4 ans, les enfants devraient peut-être commencer à songer à ce qu'ils veulent faire plus tard. Et là, évidemment... lever de bouclier, grimpage de rideau. Je suis assez d'accord avec les gens qui ont trouvé ça choquant comme sortie parce que, tu sais, c'est quoi l'affaire, là? La vie est déjà suffisamment déprimante par moment, parce que la vie est belle, je le rappelle. Mais quand on écoute Cube, la vie va bien. Oui, mais il y a plein de conflits en ce moment dans le monde, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Et là, on voudrait mêler nos enfants dès l'âge de 4 ans à ça, parce que c'est un peu ça, que de leur demander de déjà se brancher, c'est de leur dire, devenez des citoyens, arrêtez de découvrir le monde, arrêtez de vous amuser, arrêtez de courir et de tomber, de vous relever, devenez des adultes. Et moi, je dis non à ça. Et elle a donc été obligée de revenir un peu sur... Toi, du haut de t'es rendu à 12 enfants, je pense, hein? 12 enfants. Donc, t'as de l'expérience, tu sais de quoi tu parles. Pas du... Mais attends, mais non, c'est vendredi. Je sais. Je te taquine parce que quand moi, pendant des années, moi, j'ai eu mon fils à 42 ans. Donc, pendant des années, j'ai été une citoyenne sans enfant. Et le nombre de fois, comme chroniqueuse, comme journaliste, où je me suis fait dire, t'as pas le droit au chapitre, tu peux pas parler d'éducation, tu peux pas parler de ci pis de ça, parce que t'as pas d'enfant. Je me gâte, là. Mais je pense aux enfants. Aux enfants qui vont vivre dans un monde, si la tendance se maintient, de plus en plus angoissant. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Il va y avoir des catastrophes naturelles. On n'est pas parti pour se débarrasser des écrans. En tout cas, je vois plutôt la courbe en continuer. Ascendante, continuer de croître. Donc, je me dis, le moment est plus que jamais. Est-ce qu'on peut leur foutre la paix? Voyons donc. C'est exactement ça. Mais dans le fond, ta chronique, j'essaie depuis le début de trouver un titre à ta chronique. Ta chronique, ça devait être « Foutez-nous la paix ». Oui, exactement. Parce que ça s'applique, ça s'applique à plein d'affaires, à plein de dossiers. Le sociologue en toi, c'est une sorte de ras-le-bol par rapport à plein de soit des interdits, soit des dictats, soit des obligations, soit des... ça revient beaucoup à ça aussi. Ça pourrait s'appeler « Peux-tu me laisser vivre? » Moi, j'ai déjà travaillé... Tu reviens un petit peu au même. Oui, parce que j'ai déjà travaillé avec comme col bleu et j'avais un collègue qui fumait du pot toute la soirée puis il me disait toujours « Peux-tu me laisser vivre? » Quand je lui disais, puis il faudrait quand même qu'on se mette à travailler. On nous a dit qu'il fallait passer la mop « Peux-tu me laisser vivre, s'il vous plaît? » Ça pourrait s'appeler comme ça aussi. Non, mais... Comment être un col bleu sans se fatiguer? Comment être un col bleu sans se fatiguer, exactement. Écoute, ceux qui savent, on lâchera pas, hein? Ça s'arrête aujourd'hui. Non, mais c'est plate. C'est plate de dire à des enfants de se brancher. Et de toute façon, ils ne peuvent pas se brancher. À 4 ans, là, je veux dire... mais écoute, c'est complètement ridicule. À 4 ans, ta préoccupation, c'est de jouer avec des camions. Avec les starter packs. Voici une fourmi. Non, mais c'est à peu près ça, le niveau là, à 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Et là, en même temps, Sophie, parce qu'il y a toujours l'envers de la médaille. L'avocat du diable. J'aime ça quand tu fais l'avocat du diable aussi. Je me dis que si on le fait pas, si comme société, prenons le Québec par exemple, même si c'est parti en France, cette polémique-là, on dit, nous, nos enfants de 4 ans, on va les laisser vivre, mais que les Chinois, eux,
eux, ils se mettent sur le dos des enfants de 4 ans. Ou même, mais tu regardes même au Japon, il y a une pression énorme. Même les enfants, pour rentrer à la maternelle, il y a des comités de sélection, puis ci, puis ça, puis bon. Mais tu sais, en même temps, ça fait des pays qui sont quand même assez efficaces. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que... Ben, c'est parce que moi, j'ai une question qui me vient depuis tantôt, c'est à quel âge, alors, est-ce qu'on doit aider les gens à faire leurs décisions? Parce que moi, j'ai souvent eu l'impression que ça m'est arrivé trop tard dans ma vie où on m'a guidée et j'ai senti que j'ai erré assez longtemps et c'est le cas des gens avec qui j'ai parlé. Donc, est-ce que plutôt, peut-être qu'on aurait pu m'aider plutôt pour développer certaines de mes capacités, sans nécessairement me dire fais ça dans la vie, mais quelles sont tes grandes forces sur lesquelles tu dois miser? Alors, à quel âge on devrait le faire si c'est pas à la maternelle? Ben, si je peux répondre à la place du chroniqueur. De toute façon, vous êtes habitués, je le fais souvent. 7 ans, c'est l'âge de la raison. Je veux dire, avant... Ben non, mais à partir de 7 ans, tu peux commencer à avoir une réflexion. Mais je veux dire, de toute façon, moi, je dirais à partir du moment où tu sais si le Père Noël existe ou pas. Puis il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, alors je veux pas... moi, je vais vous dire que je trouve que la vie est assez bien faite. Là. Je veux dire, on n'a pas besoin de refaire le monde des fois. Dès l'âge de 13-14 ans, dans le parcours au secondaire, on demande, on classe les jeunes à des mathématiques fortes. On les oriente déjà vers les sciences naturelles, les sciences humaines. Est-ce qu'il faut vraiment jouer là-dedans? Je trouve que le courant, le débit de l'eau va déjà assez bien. Très belle image, très poétique. Et je dois dire aussi qu'il y a des fois des gens à 13 ans, ils savent ce qu'ils veulent, puis à 22 ans, c'est autre chose. Vas-y, rapidement, justement, ça va complètement en lien. Quelqu'un qui nous écrit une citation de Pagnol. « Telle est la vie des hommes, quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. » Oh, que c'est beau. Merci, Marcel Pagnol. Merci à ce monsieur. C'est pas Marcel qui nous a écrit personnellement, là? On le sait pas. Ça fait longtemps qu'il est mort. Oui. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup et merci Cybèle d'avoir cette excellente, très belle semaine que nous avons passée ensemble. Merci à Hugo Veilleux, un journaliste à la recherche absolument fabuleux. Mais nous, on est de la vieille école, Hugo et moi. Dans le temps, on appelait ça juste un recherchiste. Journaliste à la recherche. Non, mais c'est vrai. J'adore la nouvelle terminologie. Mais tu sais, Hugo et moi, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Puis Hugo, il est recherchiste. Bon. Ça change rien à l'excellence de son travail. Pour dire bye. Ben oui, mais c'est parce que des fois, j'aime ça avoir du temps pour dire au revoir à mon monde, pour leur dire à quel point on a passé une bonne fin de semaine. Merci aussi à Jean-Philippe Leroux qui est exceptionnel à la mise en onde. Merci, à lundi. Kid.